Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mon travail qui est donc sur l'intérêt de l'étude des modèles additifs pour l'analyse de survie. Donc, quand on fait de l'analyse de survie, on étudie donc souvent la survie, on cherche à estimer la survie, à étudier l'effet des covariables sur la survie. Et on a besoin de modéliser dans le cadre d'une analyse multivariée pour prendre en compte plusieurs covariables. Et pour cela, on utilise communément des modèles multiplicatifs. Donc ces modèles sont de la forme lambda t de xi égale lambda 0 de t plus fois exponentielle de bêta prime xit. Donc le lambda 0, c'est le risque instantané de base, c'est finalement la probabilité de présenter un événement à un temps donné, sachant qu'on ne l'a pas présenté auparavant. Donc c'est une mesure habituelle dans les modèles de survie. Les bêtas sont les paramètres qu'on estime habituellement, et quand on ne spécifie pas le lambda 0 de t, quand il ne suit pas une loi de probabilité particulière, quand il est donc non paramétrique, eh bien on a un modèle de Cox, qui est le modèle le plus utilisé dans l'étude de la survie. Donc le modèle de Cox, il a pour propriété d'avoir donc un effet multiplicatif des covariables, c'est-à-dire que les covariables vont agir de manière multiplicative sur le risque de base. Il présente des avantages, il est facile d'utilisation et il est facile d'interprétation. Donc par exemple, si on a un paramètre bêta qui vaut 0,693, eh bien ça veut dire qu'on a un hazard ratio à 2, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de risque de présenter un événement quand on est dans la catégorie du bêta. Il a néanmoins des limites. Ces limites sont le problème de la proportionnalité des risques instantanés. Donc on suppose que le surrisque de présenter l'événement, il est constant dans le temps. Et donc à chaque instant, on a donc par exemple 2 fois plus de risque de présenter l'événement. Ce qui est une hypothèse qui n'est pas toujours vérifiée en pratique. Et il n'est pas nécessairement le plus approprié, puisque donc on a une multiplication du risque, et les effets en biologie ou en épidémiologie sont parfois plus facilement modélisables par des risques additifs. Donc pour pallier le problème donc, de la proportionnalité des risques, à savoir un risque constant dans le temps, on a développé donc des modèles de Cox avec donc des effets dépendants du temps. C'est-à-dire qu'on va modéliser, en plus d'un risque constant, un risque qui va évoluer au cours du temps. Le problème de ces modèles, c'est que ça nécessite des techniques de lissage qui dépendent du choix du statisticien. Et le problème, c'est qu'il y a une conservation nécessairement de l'effet multiplicatif des covariables sur le risque de base. C'est pour cela qu'il existe des alternatives, et qu'une alternative a été développée, donc sur les modèles à risque additif. Donc on va, au lieu d'avoir une multiplication sur le risque instantané, on va avoir une addition par rapport au risque instantané de base. Alors le modèle qui a été proposé, le premier modèle proposé, le modèle additif proposé, l'a été par Allen en 1989, et donc au lieu d'avoir le lambda t, qui est donc le risque instantané pour un individu, donc, il est égal à bêta 0 de t, donc qui joue le même rôle finalement que le lambda 0, le risque instantané de base. Au lieu d'avoir une multiplication du risque instantané par l'effet des covariables, on va avoir une addition du risque par l'effet des covariables. Et donc, on va avoir, par exemple, plus bêta 1 de t fois xi1 plus bêta p de t fois xip. Donc, il y a donc le bêta 0 de t, c'est le risque instantané dans le groupe de référence, donc qui joue le même rôle finalement que le lambda t de 0. Tous les deux ne sont pas paramétrisés. La grosse différence, c'est que les bêta j sont des fonctions de régression qui décrivent les effets des covariables dans le temps. Donc, les bêta j ne sont pas des paramètres à estimer comme les bêta dans le modèle de Cox, mais sont des fonctions de régression. Et donc ces fonctions de régression ont le gros avantage de varier au cours du temps. C'est un modèle qui est non paramétrique, dans le sens où aucune distribution n'est spécifiée sur les fonctions de régression.
que les fonctions de régression bêta ne sont pas spécifiées. Il n'y a pas de distribution spécifiée. La seule hypothèse qui est faite, c'est une hypothèse de linéarité. Donc effectivement, on suppose que l'effet des covariables quantitatives est linéaire dans... Ce modèle proposé par Allen, donc il présente de nombreux intérêts. Donc il a l'avantage d'avoir des effets additifs des covariables. Donc c'est une modélisation qui est plus adaptée pour les phénomènes biologiques ou épidémiologiques. Parce que généralement, en épidémiologie, en biologie, les effets ont tendance à s'additionner sur un risque de base. L'importance de l'effet ne dépend pas du risque de base, contrairement au modèle de Cox. Effectivement, dans un modèle de Cox, quand on a un intervalle de ratio à 2, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de risques de présenter l'événement que donc dans la classe de référence. Mais si le risque de base est extrêmement faible, eh bien finalement, l'effet des patients qui ont la covariable, il va rester faible, même s'il est 2 fois plus important. Avec le modèle de Allen, eh bien, on a directement l'augmentation du risque, donc qui ne dépend pas du risque de base. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse à vérifier, notamment il n'y a pas de proportionnalité des risques à vérifier, et ce modèle permet une description de la variation de l'effet dans le temps. Comme il n'y a pas de paramétrisation donc des fonctions de régression, à ce moment-là, le modèle en fait, va décrire la variation de l'effet dans le temps de la covariable, mais il faut se rappeler qu'il va faire cela dans un cadre additif. Il y a quelques inconvénients. Donc l'interprétation est un peu plus difficile que l'interprétation d'un modèle de Cox, puisque donc, on n'a pas de paramètres, donc on a des fonctions qui sont estimées. Il peut y avoir des risques instantanés négatifs quand le modèle est mal ajusté. Donc en fait, ça veut dire que finalement la survie va dépasser 1, donc ce qui n'est pas possible, évidemment. Et il est relativement peu utilisé, donc peu connu du grand public. Donc l'objectif, c'est donc de présenter une alternative au modèle multiplicatif de Cox et donc de présenter les stratégies de modélisation des 2 types de modèles. Donc pour bien comprendre, donc dans le modèle N, on va estimer donc des fonctions de régression, et donc cette modélisation, enfin cette estimation se fait par des régressions linéaires à chaque temps d'événement. Donc à chaque fois qu'on a un événement, eh bien on va réaliser une régression linéaire pour estimer donc le bêta, le bêta t. Et donc l'ensemble de ces estimations de bêta va nous donner cette fonction de régression. Alors en fait, en pratique, on va estimer le risque instantané cumulé, donc le grand bêta J de t, qui est l'intégrale du petit bêta, donc qui est le risque instantané cumulé. Et on obtient par conséquent une fonction de régression en fonction du temps, donc qui est non paramétrique puisqu'elle n'a pas été paramétrisée. On ne fait pas d'hypothèse sur la fonction de ce bêta. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, on a un modèle qui veut étudier l'effet de la présence d'une adénopathie chez des femmes qui ont un cancer du sein. Donc, l'effet de la présence d'adénopathie sur la mortalité. Donc, le bêta 0, c'est donc le risque instantané de base. Donc, il croît de manière à peu près linéaire. Donc, il va de 0 à 0,4. Et pour vous donner une idée, un risque instantané cumulé à 0,4, c'est à peu près une survie aux 2 tiers. C'est-à-dire qu'à 10 ans, il y a à peu près 2 tiers des patientes donc, qui n'ont pas d'adénopathie qui ont fait un événement. Et donc le bêta 1, c'est donc une représentation donc, de l'effet de la présence d'une adénopathie sur la survie. Donc on voit qu'au début, jusqu'à peu près 6 mois, l'effet est quasiment nul. Après, il augmente un petit peu. Et ça s'infléchit à peu près jusqu'à 8 ans. Et après, c'est à peu près constant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet à partir de 8 ans. Plus beaucoup d'effets de la présence d'une adénopathie sur la survie. Donc pour connaître donc la fonction de risque instantanée cumulée donc des patientes sans adénopathie, c'est la même chose que le bêta 0 en rouge. Et avec adénopathie, eh bien c'est la somme des 2 fonctions qui nous donne donc cette fonction donc, de risque cumulé
en vert. Alors après, il peut être intéressant de tester si la présence donc, du paramètre a un effet significatif. Donc on peut tester donc, l'effet des covariables, donc simultanément sur plusieurs bêtas ou sur un seul bêta suivant ce qu'on recherche. Et donc l'hypothèse, c'est que le bêta j est égal à 0 pour tout t, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de la covariable sur la survie, ce qui revient à un grand bêta j égal à 0. On peut s'intéresser aussi également, dans un deuxième temps, à tester la constance de l'effet, savoir si de manière additive, l'effet est constant dans le temps, c'est-à-dire qu'il augmente de la même façon au cours du temps. L'idée, c'est de simplifier un petit peu le modèle de Allen, et donc on obtient effectivement, au lieu d'avoir un bêta j de t, on obtient un gamma qui va être constant. Ce qui permet d'obtenir des modèles un petit peu plus simples. Une fois qu'on a fait les estimations et les tests, on s'intéresse à vérifier la qualité de l'ajustement du modèle aux données. Alors la qualité de l'ajustement, elle se fait de manière automatique pour les variables qualitatives. Là où c'est un peu plus difficile, c'est pour les variables quantitatives, puisque l'intérêt est de savoir comment modéliser l'effet de la variable quantitative, savoir si l'effet est linéaire ou s'il est quadratique éventuellement. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y a l'utilisation des graphiques d'Arias, des résidus de martingale, et puis éventuellement, on peut faire des comparaisons avec présentation de Kaplan-Meier. Donc, les graphiques d'Arias sont des graphiques qui ont été initialement développés pour tester l'ajustement du modèle de Cox, mais on peut aussi utiliser pour le modèle de Allen. Donc, c'est des graphiques qui représentent le nombre d'événements observés sur un groupe d'individus en fonction du nombre d'événements attendus, estimés par le modèle dans le groupe. Et donc, on les utilise pour tester l'ajustement des variables quantitatives pour le modèle de Allen. Donc là, je vous montre un exemple d'un ajustement qui n'est pas correct, puisque donc on a fait un modèle avec une introduction de l'âge de manière linéaire dans le modèle, et on s'aperçoit qu'il y a une divergence des groupes. Donc on a voulu savoir si dans chaque quartile de femmes, donc le quartile les plus jeunes, deux quartiles moyens et le quartile des plus âgés, si dans chaque quartile, le nombre d'événements observés était équivalent au nombre d'événements attendus. Et donc normalement, on devrait avoir dans chaque groupe, on devrait suivre donc, la diagonale pour qu'à chaque nombre d'événements observés, on ait un nombre d'événements attendus équivalent. S'il y a une divergence, c'est donc que le modèle n'est pas bien ajusté. Et donc pour vous montrer un bon ajustement, et là on a bien ajusté les choses, puisque donc, dans chaque quartile de femmes en fonction de l'âge, eh bien on a le bon nombre attendu en fonction du bon nombre observé. Le deuxième outil qu'on utilise, ce sont les résidus de martingale. Donc, les résidus de martingale, c'est la différence pour chaque individu à chaque temps entre l'événement, la présence ou non de l'événement, et la présence ou non de l'événement estimé. Donc le ni de t, c'est la présence de l'événement observé, et le lambda i de t, c'est la présence c'est l'estimation donc de l'événement. Donc ça mesure l'écart entre ce qui est observé et ce qui est attendu. C'est assez proche conceptuellement des résidus d'un modèle linéaire. La seule différence, c'est que la distribution n'est pas normale et elle est très asymétrique. Mais normalement, la somme de ces résidus est nulle, comme pour un modèle linéaire. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir étudier la qualité de l'ajustement du modèle. Et donc, on va représenter des graphiques des résidus en fonction du temps. Donc, c'est les processus de résidus de martingale pour voir si, effectivement, dans chaque groupe donc choisi, est-ce que le nombre observé et le nombre attendu est proche de 0 ou pas. S'il est proche de 0, eh bien c'est qu'on a un bon ajustement, sinon c'est que l'ajustement n'est pas correct. Et donc ça se fait donc, pour les variables quantitatives, et on peut même tester la différence observée attendue par un test du Ki2. Donc, quand on a une mauvaise qualité d'ajustement, eh bien, on a ce genre de processus avec finalement des courbes, notamment par exemple en rouge et en bleu clair, qui sont supérieures à 0, c'est-à-dire qu'on va avoir plus
d'événements observés que d'événements attendus. Et en revanche, pour les bleus foncés et verts, on a donc moins d'événements observés qu'attendus, donc quasiment à tous les temps. Et si on réalise donc un modèle avec une bonne qualité d'ajustement, eh bien on a les courbes, donc là les 4 courbes, qui sont proches de la valeur 0. Donc notamment l'intervalle de confiance contient 0 à peu près tous les temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de différence entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Donc pour bien comprendre, je vais vous présenter un petit exemple pour comparer les deux modèles. Alors c'est à partir d'une cohorte de 2617 femmes qui ont un cancer du sein, issu d'un registre des Pays-Bas. Et on va s'intéresser à modéliser donc 5 covariables, donc l'âge diagnostique, le nombre de ganglions examinés, le nombre de ganglions d'adénopathie tumorale, la présence d'adénopathie. Donc en fait, finalement, c'est la catégorisation de la variable précédente et la taille de la tumeur en centimètres. Donc pour vous montrer la différence de modélisation, donc si on réalise un modèle de Cox simplement avec la variable adénopathie, donc on a ce modèle-ci, donc lambda t égale lambda 0 de t exponentielle de bêta 1 fois l'ADP. Et on obtient donc les risques instantanés cumulés suivants, donc avec en rouge sans adénopathie, en vert avec adénopathie. Donc les résultats, donc ce qui nous intéresse surtout, c'est l'exponentielle du coefficient qui vaut 2,2, donc on a 2,2 fois plus de risques à tous les temps de présenter un décès quand on a une adénopathie. Les résidus de Schoenfeld nous montrent que le ρ est légèrement négatif, de manière significative, puisque le petit p est à 0,007, donc ça veut dire finalement que l'effet s'amenuise au cours du temps. Et donc on s'en aperçoit notamment parce qu'on a un ajustement du graphique d'Arias qui n'est pas tout à fait correct. Et donc si on modélise correctement les choses, eh bien on met un effet temps, un simple effet temps. Et donc là, on va obtenir finalement des récits instantanés cumulés qui vont être légèrement plus bas, notamment entre 6 et 10 ans que tout à l'heure. Et ce qui permet donc d'avoir un effet, finalement, globalement, on a 3 fois plus de risques au début de présenter un décès quand on a une adénopathie, et ce risque va diminuer au cours du temps, donc d'un facteur 0,09. Et les résultats de Schoenfeld donc, sont tous supérieurs à 0,05, le petit p, donc on a finalement un bon ajustement. Et donc ce que l'on voit par un graphique d'Arias avec finalement qui suit la diagonale. Pour le modèle de Allen, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'il suffit donc d'écrire le modèle, lambda t égale bêta 0 de t plus bêta 1 de t fois l'adénopathie, et tout de suite on a l'ajustement adéquat. On a l'ajustement adéquat parce que finalement, il y a finalement les fonctions de régression vont s'ajuster aux données, car le modèle est non paramétrique. Donc, je vous montre juste les résultats. Donc, la pente, finalement, c'est l'effet moyen des adénopathies, donc l'effet moyen des adénopathies de 0,08. Il est significatif. Et si on réalise un graphique d'Arias sur une variable qualitative, et bien finalement, on aperçoit qu'il y a finalement un ajustement parfait, ce qui est dû au fait que le modèle de Allen va s'ajuster en suivant l'effet des données. Ce qu'on retrouve par une comparaison entre ce que nous donne un modèle d'Allen et une modélisation par Kaplan-Meier. Donc quand on a juste une variable qualitative, finalement, un modèle de Allen et une représentation de Kaplan-Meier nous donnent le même résultat. Là où ça va être intéressant d'utiliser le modèle de Allen, c'est donc qu'on va pouvoir faire une modélisation plus complexe qu'avec Kaplan-Meier, qui n'est juste qu'une représentation graphique. Si on compare les deux modèles, donc le premier de Cox avec le modèle de Allen, qui va donc pouvoir servir de référence dans ce cadre-là, eh bien on voit qu'il y a une petite différence, notamment entre 2 et 5 ans.
avec donc j'ai une sous-estimation du modèle de Cox pour les patientes avec adénopathie, et après une surestimation à partir de 7 ans. Et quand on utilise le deuxième modèle de Cox, celui qui s'ajustait correctement, on voit qu'on est quasiment pareil. Donc l'avantage du modèle de Allen, c'est qu'on n'a pas besoin donc de lisser les données, on a directement finalement un modèle correct quand on a une seule covariable. Donc finalement, pour modéliser les 4 grandes variables que je vous ai présentées tout à l'heure, pour le modèle de Cox, on a utilisé des résidus de martingale pour tester la linéarité des variables quantitatives, savoir que l'effet est linéaire ou pas. Des tests d'Arel et des résidus de Schoenfeld pour tester la constance des effets dans le temps, donc de toutes les variables qualitatives. Et on a fait des vérifications graphiques avec des graphiques d'Arias et puis des comparaisons avec les concentrations de Kaplan-Meier. Pour le modèle de Allen, eh bien finalement, on n'a pas besoin d'étudier l'ajustement des variables qualitatives, on s'intéresse aux variables quantitatives. Et donc on regarde ça avec des processus de résidus de martingale pour la linéarité des variables quantitatives, car l'effet de la variable au cours du temps, il est pris en compte par le modèle de manière naturelle. Et on a une vérification graphique avec des graphiques d'Arias et des comparaisons de représentation de Kaplan-Meier. Donc finalement, on a le modèle de Cox suivant. Donc on a un effet quadratique de l'âge. Donc en fait, on a l'âge et l'âge au carré, c'est-à-dire que finalement, les femmes les plus jeunes ont un surrisque qui va diminuer au cours du temps, jusqu'à peu près 50 ans, et après qui va réaugmenter. On a un effet de la taille, donc c'est-à-dire que l'augmentation de la taille va augmenter le risque de décéder. Et puis après, on a finalement, catégorisé la présence d'adénopathie par rapport au nombre de ganglions examinés. Puisque finalement, plus on a on va regarder le nombre d'adénopathies en fonction du nombre de ganglions examinés. Si on a beaucoup de ganglions d'adénopathie, mais peu de ganglions examinés, c'est plus à risque que si on n'a pas beaucoup d'adénopathie et beaucoup de ganglions examinés. Et donc, normalement, on a à peu près un risque qui est croissant. Donc, on a pris comme référence 0 adénopathie et plus de 10 ganglions examinés, qui est donc la catégorie qui a le moins de risque de faire un événement. On a examiné beaucoup de ganglions, on a trouvé peu d'adénopathie. Et donc, normalement, on a une augmentation qui est à peu près croissante, donc avec des atteintes de ratio qui vont donc de 1,3 à 5,91. Et pour le modèle de Allen, eh bien, on a un modèle qui est un petit peu plus compliqué, notamment pour les variables quantitatives, avec un spline cubique pour l'âge, puisque finalement le simple effet quadratique qu'on avait dans le modèle de Cox ne modélise pas correctement l'âge avec le modèle de Allen, donc on est obligé de passer par un spline cubique qui donne à peu près le même effet, c'est-à-dire que les femmes les plus jeunes ont plus de risques que les femmes d'un âge moyen, et les femmes les plus âgées ont plus de risques. On a un effet de la taille qui n'est pas linéaire, comme on l'avait tout à l'heure, mais qui est légèrement quadratique aussi, et puis un effet qui va augmenter aussi au niveau donc de la présence d'adénopathie en fonction du nombre de ganglions examinés. Donc avec le plus gros risque pour le dernier, qui est donc plus de 10 adénopathies trouvées sur plus de 10 adénopathies examinées. Et finalement, la question qui nous reste, c'est de savoir, après avoir correctement modélisé les données avec les deux modèles, quel est le modèle qui s'ajuste le mieux aux données. Alors pour cela, il existe donc 3 articles principaux sur ce sujet. Un qui présente un test d'ajustement pour les modèles à risque instantané, additif et proportionnel, ou multiplicatif. Le test de Mison-Richard pour les modèles de Cox et d'Allen, et le test d'ajustement pour le modèle d'additif d'Allen. Donc le premier a été donc écrit par McKeague et Utikal, et en fait il s'intéresse à tester d'une part le modèle de Cox sur un estimateur non paramétrique,
et d'autre part le modèle de Allen sur un estimateur non paramétrique. Cet estimateur, c'est la double intégrale du risque instantané. Le problème de ce test, c'est que finalement, il va comparer à chaque fois le modèle de Cox à un estimateur non paramétrique, le modèle de Allen, un estimateur non paramétrique, il ne va pas comparer directement le modèle de Cox au modèle de Allen. C'est pourquoi un autre test a été proposé, donc c'est le test de Mison-Richard pour les modèles de Cox et d'Allen. Donc il va lui comparer, effectivement, il va ajuster le modèle de Allen avec les résidus de martingale obtenus par le modèle de Cox. Donc pour voir si le modèle de Allen est supérieur, enfin meilleur, s'ajuste mieux aux données en fait que le modèle de Cox, et inversement, un ajustement du modèle de Cox avec les résidus de martingale obtenus par le modèle de Allen pour voir si le modèle de Cox s'ajuste mieux les données que le modèle de Allen. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas encore implémenté dans R, mais ce qui est donc en cours pour pouvoir justement comparer le modèle de Cox avec celui d'Allen et comparer le modèle de Allen avec celui de Cox. Et un dernier test proposé par Gandhi et Janssen, test d'ajustement donc pour le modèle additif d'Allen. Ce test-là, en fait, compare uniquement le modèle d'Allen avec un autre modèle. Et donc, parmi ces autres modèles, on peut comparer le modèle de Cox en utilisant donc, les résidus de martingale. Le problème, c'est qu'il ne va que comparer, il ne va que pouvoir dire si le modèle de Cox est meilleur que le modèle de Allen. Il ne va pas pouvoir dire si le modèle de Allen est meilleur que le modèle de Cox. Néanmoins, on est en train d'implémenter aussi ce test dans R. Donc en conclusion, le modèle de Allen, il présente un certain nombre d'avantages. Il permet de modéliser des variables dont l'effet dépend du temps de manière plus simple que le modèle de Cox. Il permet de déterminer l'effet de ces variables dans le temps. Et il est intéressant pour modéliser des variables dont l'effet est additif. Et donc dans les perspectives, les premières, c'est d'implémenter ces tests de comparaison des deux modèles pour pouvoir mieux déterminer finalement si le modèle de Cox est plus adapté au modèle de Allen, plus adapté aux données qu'on a, d'étudier les propriétés de ces tests, et puis éventuellement de développer le modèle de Allen dans le cadre de la survie nette. Puisqu'habituellement, on modélise donc le risque en excès, donc la survie nette, la survie peut être décomposée finalement en deux types de causes, donc une cause populationnelle, qui est donc due au facteur de risque, et une cause due à une pathologie d'intérêt. Et habituellement, qu'on appelle la survie, le risque en excès. Ce risque en excès est habituellement modélisé par modèle de Cox, et il pourrait être intéressant de tester un modèle de Allen à la place de ce modèle de Cox dans la survie nette. Je vous remercie. Merci.